Et tout de suite, la seconde partie, l'invité du JT. Nous attendons vos appels au 02 62 40 6 7 8 9. On a le plaisir de le recevoir une fois par mois, Frédéric Turblin, le directeur de la CAF de La Réunion. Alors bonjour et Bonjour, encore merci d'être ici. Alors en attendant les appels de nos téléspectateurs, vous vouliez d'abord faire un point sur le renouvellement des droits annuels. Oui, merci. C'est une opération qui se clôture comme chaque début d'année. Ça s'est particulièrement bien passé cette fois-ci. Très peu de ruptures de droits. Il reste quelques retardataires, donc n'hésitez pas, je le dis pour nos allocataires, vos auditeurs, n'hésitez pas à répondre à la CAF, à transmettre rapidement les pièces justificatives. Et puis il faut savoir aussi que nous avons lancé à peu près 10 000 contrôles de situation. C'est juste pour vérifier la cohérence entre les déclarations reçues et les déclarations fiscales, notamment la transmission des données qui sont faites par d'autres administrations. Donc ce sont des contrôles de cohérence qui sont classiques en ce début d'année. Et en général, il y a beaucoup d'incohérences justement après ces contrôles ou non? En l'occurrence, 10 000, 11 000 sur 280 000 bénéficiaires. Donc, vous voyez que c'est quand même. Alors très combien peu. de temps il leur reste là, ces allocataires, justement, pour se mettre à jour? Si vous voulez, ça se fera au fil de l'eau pour éviter les ruptures de droits. Comme je disais, la CAF va faire des appels proactifs, c'est-à-dire qu'on va appeler les allocataires concernés de manière à ce qu'ils comprennent bien les pièces justificatives à produire. Et ça concerne tous les droits, tous les types de droits? Alors principalement les droits à renouvellement annuel, à savoir l'allocation adulte handicapé et l'allocation logement principalement. Alors, on en est où aussi? Un autre sujet d'actualité, c'est la consultation sur le futur service public de la petite enfance. On en est où alors? Absolument, on l'avait lancé sur votre chaîne. Depuis 4 semaines, nous avons interrogé l'ensemble de la population concernée, notamment les 40 000 familles qui ont des enfants de moins de 3 ans ou des enfants à naître. Ce qui est formidable, c'est que nous avons eu plus de 2000 participants, 20 ateliers dans les structures d'accueil et un peu plus de 160 propositions très concrètes pour justement mettre en place ce futur service public de la petite enfance. En quoi cela consiste? Alors, c'est améliorer l'accueil, justement, proposer des places en plus? Absolument. Accroître, j'allais dire, tout d'abord, la confiance entre les parents, les professionnels de la petite enfance, alors que ce soit en mode d'accueil collectif ou en mode d'accueil individuel, les assistantes maternelles, également les aides à domicile. Donc, c'est la confiance, mais c'est aussi l'augmentation du nombre de places, clairement, puisqu'on sait qu'on a du retard ici à La Réunion. Et on parle du coup de solutions d'accueil au sens large, parce que, et les propositions vont dans ce sens, dans le sens de l'innovation, au-delà de la qualité évidemment pour accueillir les enfants, au-delà de la confiance entre les professionnels et les parents, il faut aussi des solutions innovantes pour aller au plus près des familles, pour avoir des horaires le cas échéant atypiques. Vous voyez, quand les jeunes mamans, les familles monoparentales travaillent le dimanche, il faut d'une manière ou d'une autre, quand elles n'ont pas d'aide familiale à mobiliser, il faut leur apporter aussi une solution. C'est pour ça que cette concertation, elle va concerner l'ensemble des acteurs, y compris les entreprises, y compris bien sûr les décideurs, et puis les familles qui ont évidemment leur mot à dire en la matière. Il y avait une autre session, un atelier ce matin dans une crèche à Sainte-Marie. Est-ce que vous avez participé à certains de ces ateliers? Est-ce que les gens ils participent, ils sont concernés, ils se sentent concernés? Très volontiers, et ils ont la chance, j'allais dire, pour ceux qui fréquentent déjà la crèche, à avoir une place pour leur enfant, mais ça ne les empêche pas de vouloir améliorer le système, de vouloir parler, mais ça c'est le travail qui est fait au quotidien, j'allais dire. Je salue tous les professionnels, que ce soit encore une fois en accueil individuel ou en accueil collectif, de bien s'adapter aux besoins des familles. Et ce besoin des familles en crèche, il repose sur un contrat d'accueil, c'est-à-dire une réservation d'heures de place nécessaires pour bien s'adapter aux besoins de la famille et dans le dialogue permanent entre la crèche, en l'occurrence, et les parents. Et ça fonctionne très très bien. Alors, un premier appel au 02 62 46 7 8 9. C'est Hubert qui est avec nous. Bonjour Hubert. Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde sur le plateau. Bonjour monsieur. Voilà, je vous laisse poser votre question. Je vais poser une question à monsieur Dublin. Allez-y. Monsieur Turblin. Oui. Allez-y Hubert. Oui, voilà. Pour moi, il n'y a pas assez de contrôle pour les
ces gens qui ne travaillent pas, ils font des enfants et puis voilà, c'est nous qui payons tout. Alors, bon, je ne vais pas me prononcer. On a parlé des contrôles, justement. C'est votre opinion, effectivement, mais je me réjouis plutôt qu'il y ait des enfants et pour assurer, y compris le paiement des retraites ultérieurement. C'est d'actualité. On en a parlé beaucoup. Oui. Blague à part, les contrôles, vous savez, nous en faisons plus d'1 million par an. La plupart sont automatisés. Là, je viens de vous parler de contrôle de cohérence, effectivement, dans l'échange des données entre notamment les impôts, la sécurité sociale, d'autres administrations, Pôle emploi également, pour vérifier les situations professionnelles. Et puis, on a 5-6 000 contrôles sur place par un corps d'une trentaine de contrôleurs assermentés. Alors, c'est beaucoup, c'est peu. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les fraudes concernent 0,5% de nos allocataires. Donc je pense qu'il ne faut pas exacerber cette question-là, que les deniers publics, le contrôle du bon usage des deniers publics soit assuré, ça c'est l'évidence et je vous rejoins parfaitement. Après, libre à chacun d'avoir son opinion sur cet aspect-là. Ce que je peux vous garantir, c'est que la CAF contrôle et une fois tous les 2 ans, on peut dire, statistiquement, l'allocataire a une chance ou une malchance d'être contrôlé. En tout cas, il faut produire les justificatifs et généralement, la situation se rétablit très vite. Nous sommes amenés à déposer à peu près 1 millier de plaintes par an pour fraude. Voilà pour la réponse Hubert. On a un deuxième appel, c'est Bernard qui a composé le numéro depuis Saint-Joseph. Bonjour Bernard. Allez-vous ? Bonjour monsieur. On vous laisse poser votre question. J'ai une question à vous poser. Normalement, le RSA, il n'y en a pas 36. Le RSA, il n'y en a pas 36. Il y a le RSA normal, le RSA, comment ça s'appelle, je ne sais pas comment ils disent, spécifique, je ne sais pas, voilà. RSO dans les DOM, pour compléter peut-être, et puis l'ex-RSA activité qui est devenu prime d'activité. Donc effectivement, il n'y en a pas 36. D'accord, oui. Voilà, justement, je vous pose une question parce que l'autre fois, je suis parti faire un papier et puis j'avais besoin d'une attestation à la Maison pour tous et je me suis aperçu que dessus, voilà, ça c'est marqué forfait, donc j'ai 80 € de moins par rapport à une personne qui touche le RSA par rapport à Métropole. Est-ce que c'est normal ? Voilà. Tout simplement ma question. D'accord, merci monsieur pour votre question. Sauf erreur, parce que ça nécessiterait d'être examiné de plus près, ce dont vous parlez, c'est le forfait logement. Qui s'applique également, je vous rassure, en métropole. Il n'y a aucune différence. Rien à voir avec le RSA, alors. Non, c'est voilà, autre chose. c'est la règle de calcul du RSA, si vous voulez, qui est nationale. Encore une fois, il n'y a aucune différence. Les tarifs sont les mêmes. Important. Dans La prestation est la même, la règle de droit est la même. Si vous voulez, en fonction de votre situation, si vous êtes hébergé ou si vous avez par ailleurs des allocations, des aides au logement qui sont également versées par la CAF, nous appliquons ou pas un forfait logement qui est, comme le dit monsieur, d'à peu près 80 €. Voilà pour la réponse Bernard. On va maintenant à Saint-André pour rejoindre Marie. Bonjour Marie. Oui, bonjour. Bonjour madame. Allez-y. Voilà, oui, ma question c'est, j'appelle pour la prime d'activité. Tous les trimestres, je fais ma déclaration, mais à chaque fois, j'ai aucune réponse et j'ai jamais touché. Je touche un petit peu plus du SMIC, je travaille à temps partiel. D'accord. Et tous les trimestres, je déclare mes revenus, mais j'ai jamais touché 1 € de prime d'activité. Je comprends pas. Quelle est votre situation professionnelle, Marie ? Je suis auxiliaire de vie. Et si je peux compléter la question, quel est le montant, si ce n'est pas indiscret, le montant de vos revenus ? Parce que vous savez, je vous pose la question parce qu'il y a un minimum de revenus pour ouvrir droit à la prime d'activité. Ce n'est pas souvent connu, oui, mais c'est justement incitatif à l'activité. Oui, on m'a dit qu'il ne faut pas dépasser entre 1 800 et 2 000 € Ça, c'est le plafond, madame, oui. Voilà, mais moi, je touche à peu près entre 1 400 et 1 400 € par mois. D'accord. Est-ce que lorsque vous faites le simulateur, donc vous allez, j'imagine, sur le CAF.fr, vous faites le simulateur, est-ce qu'il vous donne, il vous dit que le droit est positif ?
Oui, voilà. D'accord. Mais dans ce sens, vous basculez automatiquement sur une demande de prime d'activité, et comme vous le faites chaque trimestre, parce que vous savez que la prime d'activité est calculée en moyenne sur les revenus du trimestre, mais en fonction du revenu de chaque mois perçu. Au-delà de cela, nous prenons en compte, vous le savez aussi, sans doute, les revenus du foyer. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres ressources au foyer qui pourraient expliquer le fait que vous ne bénéficiez pas de la prime d'activité? Non, d'autres revenus d'activité, c'est pas travail, c'est comment dire, des allocations de chômage. Mon mari il travaille plus. C'est considéré comme une ressource d'une manière générale. Donc, lorsqu'il n'aura plus droit, le cas échéant, aux prestations de chômage, là, il vous faudra continuer à faire la déclaration trimestrielle et nous déduirons, donc, en tout cas, la prime d'activité s'ajustera et je pense que vous aurez un droit dès lors que les ressources de votre foyer changeront. C'est un droit individuel, mais sur la base de ressources du foyer. Ouais, le plafond est calculé sur la somme des ressources du foyer. C'est ça. Voilà pour la réponse, Marie. Donc il faut continuer à faire vos déclarations et ça devrait tomber au moment où votre mari ne touchera plus les allocations chômage. On reste à Saint-André. Aurélie est avec nous. Bonjour Aurélie. Oui, bonjour. Allez-y pour votre question. À Monsieur Turblin, le directeur de la CAF, on vous le rappelle. C'est ça. Moi, je vous appelle concernant les allocations familiales. Alors, ça revient un petit peu à ce que disait Madame tout à l'heure. Donc, si vous voulez, la CAF propose un tableau avec des plafonds de ressources à ne pas dépasser. Oui. Donc, dans ma situation à moi, donc notamment avec un enfant, on a donc 33 000 euros, 33 040 à ne pas dépasser pour un couple avec un revenu d'activité. Mmh. Et lorsqu'il y a 2 revenus d'activité, c'est 43 000 à ne pas dépasser. Moi, ma situation, c'est que je suis en revenu d'activité et mon conjoint est en allocation chômage. Je suis considérée, je voulais savoir, je dois être dans lesquels des 2 cas, s'il vous plaît? Si vous voulez, je ne saurais pas répondre précisément par rapport à la question du barème et très précisément par rapport aux revenus. Ce que je peux vous dire, c'est que les allocations familiales, donc là on parle vraiment de la base, des allocations de base. Est-ce que l'allocation de chômage est considérée comme une revenu d'activité? Oui, mais si vous voulez, les allocations familiales sont universelles. Elles sont depuis quelques années modulées en fonction des ressources du ménage. Donc ce que je vous invite à faire, madame, c'est de donner l'ensemble des revenus, de déclarer l'ensemble des revenus du foyer. Même réponse que tout à l'heure. Et effectivement, soit vous bénéficiez de l'intégralité des allocations familiales, soit de la moitié, puisque c'est effectivement la modularité des AF qui prévaut maintenant depuis quelques années. Donc envoyer la déclaration de ressources à la CAF et le calcul se fera automatiquement et vous n'aurez rien à calculer. Parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai eu la CAF au téléphone justement. Oui. Et elle me disait, la dame, que vu qu'il n'y a que moi qui travaille, donc on est dans la case où il y a un seul revenu d'activité, mais qu'elle prenait en compte également les athlétiques de monsieur. C'est ça. Ouais, n'oublions pas que généralement, je parle généralement, puisqu'il y a des exceptions bien sûr, ce sont les revenus du foyer qui prévalent. Et les allocations chômage sont considérées comme des ressources évidemment du foyer. Voilà pour la réponse, Aurélie. Et plus près de chez nous, on revient vers le chef-lieu Saint-Denis avec Jo. Bonjour Jo. Jo, est-ce que vous êtes avec nous? Allô? Oui, Jo, on vous entend très bien. Vous pouvez poser votre question au directeur de la CAF. Non, je ne m'appelle pas Jo, moi Stéphane, moi je m'appelle Silvio. Gio, d'accord. Silvio, pardon, excusez-moi. Oui. Alors, allez-y. Bonjour Monsieur Turblin. Bonjour Monsieur. Allez-y. Oui, voilà, je voudrais poser une question à Monsieur le directeur de la CAF. Oui. Je suis en invalidité, je fais 845 euros par mois et je ne vois pas comment on peut enlever une pension alimentaire de 400 euros sur une pension d'invalidité. On m'a coupé mon aide logement. D'accord. Continuez. J'aimerais bien savoir. Oui. Vous écoutez au fait? Oui. On est là. Bon. Continuez Silvio, et vous pouvez poursuivre.
Donc oui, mais je demande au directeur de la CAF comment peut-on tirer une pension alimentaire sur 848 €. Alors, si vous voulez, il y a sur l'aide au logement, c'est encore autre chose et ça dépend effectivement des ressources, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Sur votre question précise sur la pension alimentaire, il nous faut savoir, en étudiant le dossier, peut-être qu'un rendez-vous vous sera utile, savoir si la pension alimentaire a été fixée avant votre invalidité, auquel cas c'était sur peut-être des revenus, des ressources d'activité, elle était proportionnée à vos ressources d'activité. Aujourd'hui, et je fais l'hypothèse que vous êtes passé depuis en invalidité, il vous faut demander au juge aux affaires familiales à requalifier le montant de votre pension alimentaire. C'est le conseil que je peux vous donner. C'est pas à la CAF, là aussi il faut être très précis, c'est pas à la CAF de revoir spontanément le montant de la pension alimentaire qui est due pour vos enfants. Donc le conseil que je peux vous donner, monsieur, c'est de faire valoir votre changement de situation auprès du juge aux affaires familiales, de manière à ce qu'il révise la pension au vu de vos revenus actuels. Ok. Voilà Silvio pour la réponse de Frédéric Turblin. Alors un dernier appel. On retourne à Saint-André. C'est Béatrice qui est avec nous. Bonjour Béatrice. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Alors moi, c'est ma question, c'est que mon fils, il est étudiant, il gagne l'aide au logement, mais cette année, l'aide au logement a diminué, alors que les ressources sont les mêmes. La déclaration de ressources, il n'a pas de ressources. D'accord. Et donc, mais on n'a pas été prévenu de la diminution de l'aide au logement. Et c'est en fin de compte, c'est quand il a payé sa chambre au Crous là-bas qu'ils ont dit qu'il fallait rembourser la part restant, quoi. D'accord, il y a toujours un reste à charge, effectivement, en fonction du loyer. Est-ce que le montant du loyer a peut-être changé Est-ce que la chambre... Non, c'est le loyer, le montant est resté le même. Si vous voulez, on va vérifier, si vous laissez votre numéro allocataire, on va vérifier la cause de cette diminution de l'aide au logement. Je n'ai pas d'explication immédiatement à vous donner. Béatrice, laissez votre numéro d'allocataire au standard. On va essayer d'aller plus loin avec Monsieur Turblin justement sur ce dossier. Alors une question qui est revenue souvent, c'est sur la prime d'activité. Oui. Voilà, c'est notamment pour les travailleurs indépendants. Absolument. Et merci de la question, puisque vous savez que la prime d'activité aujourd'hui concerne près de 90 000 Réunionnais, 250 € en moyenne. Vous voyez, pour des gens qui travaillent, c'est la définition même de la prime d'activité. Elle est assez peu connue ou jugée plus complexe pour les travailleurs indépendants. Alors, travailleurs indépendants au sens large, les auto-entrepreneurs, les gérants de sociétés également qui peuvent ouvrir droit à la prime d'activité, les micro-entrepreneurs, les exploitants agricoles. Vous voyez, toutes ces personnes-là que je cite sont éligibles à la prime d'activité. On le sait peu. Et il n'y en a que 5300 aujourd'hui. Je pense que c'est très peu. Il y a manifestement une problématique d'accès aux droits. Et donc, pour aider ces personnes-là, dont la déclaration est sans doute un peu plus compliquée, nous avons mis en ligne sur le CAFFR un petit tuto, une vidéo de 2 minutes avec une calculette qui permet de bien comprendre, de simuler chiffre d'affaires, BIC, BNC, etc. La bonne case pour remplir la demande de prime d'activité. Il faut qu'il y ait un revenu, évidemment, puisque la prime d'activité oblige, mais dès lors, les publics qu'on a cités sont éligibles à la prime d'activité. Voilà, donc à retrouver sur le site de la CAF. Merci beaucoup Frédéric Turblin, on vous retrouve donc le mois prochain.